Au nom du CERMAM, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau débat du CERMAM consacré cette fois-ci au 10e anniversaire du printemps arabe. Khadija Sabah al-Khair. Bonjour Khadija. Bonjour, Bienvenue. merci. Je vais vous présenter brièvement, mais vous avez tous sur le site les biographies complètes de tous nos auteurs. Khadija est docteur en sciences politiques, elle est historienne, spécialiste de l'Afrique du Nord, du Maghreb. Elle enseigne à l'Université Paris 1. Tu es passé par l'IFRI, Khadija, non? L'IFRI et l'IRIS, je suis restée quand même 12 ans à l'IFRI où j'étais responsable du programme Maghreb. Et auteur de plusieurs ouvrages et plusieurs articles scientifiques sur les médias, sur la Méditerranée, l'image de la femme au Maghreb, et un livre, et avec Pierre Vermeren, Décidons du Maghreb, qui est sorti aux éditions CNRS, c'est juste? Non, c'est Belin. Ça, c'est Belin. Quelle année? Belin, fin 2018, Fin, décembre fin, 2018. fin 2018. Voilà, alors sans tarder, j'ai pris 4 minutes, je te donne la parole pour environ 12 minutes pour nous faire un petit peu une présentation, une photographie complète de la séquence tunisienne. À toi la parole et merci d'être là, Khadija. Merci Hasni, merci tout le monde d'être là. Je trouve que c'est une bonne initiative de revenir sur ces 10 ans parce que le temps de la réflexion euh, a été possible et qu'on peut faire une rétrospective. Alors, bien sûr, la Tunisie est le berceau de ce printemps arabe, mais je crois que la Tunisie est aussi un exemple un peu particulier, puisque la Tunisie n'a pas sombré dans la guerre civile comme d'autres pays, mais la transition, on ne peut pas parler de succès non plus. Mais je crois que le plus important, c'est de ne pas regarder cette transition ou cette expérience, pour ne pas parler de transition, cette expérience tunisienne, de ne pas avoir à l'apprécier en termes de succès ou d'échec. Je crois qu'il faut considérer que ça reste une transition et qu'il y a des éléments positifs dans cette transition et des éléments qui le sont moins. Alors évidemment, si on regarde la situation aujourd'hui, elle n'est pas du tout réjouissante. Elle n'est pas du tout réjouissante parce que les demandes qui ont été à l'origine du soulèvement à l'hiver 2010-2011, c'est-à-dire les questions sociales, la question des inégalités régionales et sociales, n'ont pas reçu de réponse. Les gouvernements se sont succédés et aucun n'y a répondu. Donc ça, c'est un premier constat et qui est un constat d'échec. Et ce n'est pas un échec qu'on peut imputer à l'une ou l'autre des factions politiques qui scindent la Tunisie en deux, c'est-à-dire islamistes ou modernistes, c'est un échec de tous. Donc, on va y revenir et on va essayer de savoir pourquoi c'est un échec. Mais la transition n'a pas réussi non plus pour d'autres raisons. Elle n'a pas réussi parce que les acteurs qui ont été au pouvoir depuis 2011 ont manqué de vision, ont manqué d'expérience et n'ont pas réussi à mettre en place un projet fédérateur, un projet pour faire décoller la transition et que la transition soit à la fois politique, économique et sociale, mais aussi sociétale. Donc on a une transition où les questions politiques ont un temps d'avance sur le reste, c'est-à-dire que sur le plan institutionnel, il est indéniable que nous sommes devant une démocratie qui est à l'état expérimental et rien n'est parfait, mais c'est vrai que nous sommes devant un Parlement qui existe, qui représente des mouvances très différentes de la société. Nous sommes devant des gouvernants qui sont élus démocratiquement, de manière libre et transparente. Donc tout ça est un acquis. Nous sommes dans une Tunisie aussi où la liberté d'expression est une réalité.
c'est un fait. Autre constat, qui est un constat plutôt de succès, c'est que malgré tout, dans une Tunisie coupée en deux, avec des islamistes et des modernistes qui ont des projets politiques radicalement différents, la transition a pu les rassembler. De manière sanglante, de manière houleuse, mais les rassembler dans des gouvernements, dans des parlements, sur la scène politique. Donc tout ça est à mettre sur le compte de l'acquis de la transition. Alors là, je le disais, il y a évidemment des acquis, il y a évidemment des échecs, il y a un personnel politique qui manque d'expérience, mais il y a un autre élément qui n'a pas joué en faveur de cette transition, qui est le choix du système politique. Le système politique aujourd'hui, c'est un système qui a été choisi en 2014 et qui est inscrit dans la Constitution de 2014 et qui est un système parlementaire où la pièce maîtresse du dispositif politique reste le Premier ministre, mais c'est un système qui est semi-parlementaire parce que le président de la République est élu au suffrage universel. Il s'ensuit que par expérience, compte tenu du passé, les gens ont tendance à se tourner vers le chef de l'État pour demander le changement. Or, c'est au Parlement que les choses se passent et au niveau du Premier ministère. Donc, effectivement, il y a des tiraillements entre le Parlement et le chef de l'État, et les tiraillements se font toujours autour de la personne du chef du gouvernement, qui est bien sûr choisi par le chef de l'État, et qui est le point d'équilibre entre ces deux instances. Or, au lieu de permettre ce système politique de ne pas avoir un parti dominant comme par le passé, comme sous Ben Ali, nous avons les travers des deux régimes. C'est-à-dire, nous avons un Parlement qui est quasiment paralysé parce que les forces politiques qui le composent sont beaucoup trop antagonistes, et un chef de l'État qui a de la peine à prendre les décisions et qui vont tous les deux paralyser en quelque sorte le chef du gouvernement. Donc, on a effectivement un système politique qui ne permet pas d'aller de l'avant. Nous avons des réponses, une absence de réponse aux questions sociales et économiques. Nous avons effectivement un personnel politique qui n'est pas forcément compétent. Malgré ça, il y a eu des réalisations. Nous avons eu effectivement des islamistes qui ont accepté qu'il y ait un État civil. Nous avons des islamistes, qu'on le veuille ou non, qui ont accepté de ne pas satisfaire une partie de leur base. Nous avons des modernistes qui ont accepté l'autre faction ou l'autre partie de la Tunisie. Donc, c'est avec tout cela que l'on doit composer aujourd'hui pour aller de l'avant et pour dépasser ces blocages. Alors, comment aller de l'avant? Chaque fois qu'il y a une crise en Tunisie, il y a des solutions de sortie de crise qui viennent de la société civile ou qui viennent de certaines institutions de la société civile, et notamment du syndicat de l'UGTT, qui reste une locomotive politique pour désamorcer la crise, pour aller de l'avant. Et c'est tout à fait le cas aujourd'hui, mais l'UGTT ne peut pas agir sans les forces politiques avec elle. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage, dans une situation de crise, mais cela ne veut pas dire que on va effectivement, que les choses vont sombrer. Il faut rester optimiste. Et d'ailleurs, il y a un hashtag qui dit « Demain, la Tunisie sera meilleure », et je crois qu'il faut rester optimiste et dire « Demain, la Tunisie sera meilleure ». Alors, Khadija, ils disent que certains Tunisiens, même des députés, appellent un renversement du Parlement, un changement du Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'opérer une nouvelle sorte de changement hors constitution? Oui,
c'est le risque aujourd'hui parce que effectivement le Parlement est bloqué, paralysé, fragmenté, totalement divisé et n'arrive pas à prendre les décisions qui s'imposent. Mais effectivement, dissoudre ce Parlement, c'est une prise de risque parce que c'est un contournement de la Constitution et quand on contourne la Constitution, on ne sait pas très bien où l'on va. Donc, c'est la question du moment qui se pose aujourd'hui. Je ne l'ai pas posée parce que je suis restée dans les grandes lignes, mais il y a beaucoup de risques aujourd'hui de dépasser le blocage politique et d'aller vers d'autres schémas. Quels sont ces schémas? Les décisions par qui elles doivent être prises? Quels sont les garants? Nous n'avons pas de cour constitutionnelle. Elle devait être là en 2015, elle n'est toujours pas là. Donc, c'est un risque absolu et c'est pour ça que le schéma de sortie de crise doit être très fin, adapté au moment, adapté à la situation, adapté au régime politique. J'ajoute aussi, puisque j'ai la parole, je la garde quelques minutes de plus. Souhail Belhaj tout à l'heure disait deux choses qui ont retenu mon attention. C'est que l'expérience syrienne n'entre pas dans les cases des schémas de la science politique et également l'accent a été mis sur l'importance du local pour la situation libyenne et pour la situation syrienne. Et moi, je pourrais ajouter que ces deux éléments valent également pour la Tunisie. Pour la Tunisie aussi, ça n'entre pas dans les schémas préétablis et par exemple, ces schémas ne tenaient pas compte des contingences étrangères. Alors, je n'en ai pas parlé, mais j'aurais pu dire aussi que les conflits du Golfe sont importés en Tunisie et que les deux factions de la Tunisie sont dans le prolongement de ce conflit avec les islamistes financés, d'Ennahda financés par le Qatar et les autres financés par les Émirats arabes unis. Le local, c'est très important au niveau des soulèvements sociaux. On le voit, et ce n'est pas nouveau depuis 2011, qu'il y a des soulèvements à Jemna, par exemple, qu'il y a des pouvoirs locaux qui contournent l'État, qui vont à l'encontre des politiques établies. Et donc, même si nous ne sommes pas dans une guerre civile et dans un schéma de conflit, l'importance du local est très importante. Peut-être que effectivement ces printemps arabes et les expériences qui sont nées de ces printemps arabes sont venues tout simplement bousculer les schémas et que nous sommes devant la construction d'une norme nouvelle. Merci Khadija. T'en fais pas, je vais te redonner la parole parce qu'il y a encore une question, deux questions pour toi. Karim, je vous laisse poser votre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut expliquer finalement, Monsieur Souhail Belhaj, Madame Farah Ramzi et Monsieur Anas nous ont fait justement un tableau assez détaillé, très enrichissant de ce qui s'est passé en Syrie, en Libye et en Égypte. Finalement, l'expérience tunisienne, est-ce qu'elle s'explique finalement par des préalables démocratiques internes à la Libye, à la Syrie, ou bien au fait que le système international n'a pas directement réagi de la même façon qu'avec la Syrie, la Libye, c'est-à-dire par une internationalisation des manifestations ou de la révolution? Est-ce que c'est davantage le comportement du système international ou bien les préalables internes au système syrien qui ont fait la différence? Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez 5 minutes, Khadija et Anas, donc 2 minutes 30 chacun pour répondre. Bon, c'est une question donc, il nous rappelle cette thèse, les prérequis démocratiques. Allez, je vous donne la parole. J'y vais vite, mais c'est autoritaire ici quand même. Hein. Là, c'est 2 heures. Je vais me soulever moi aussi. Et, voilà, non, pour dire que en réalité, en ce qui concerne la Tunisie, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois parce que c'est vrai que la Tunisie n'intéressait pas grand monde, que ce n'était pas un pays producteur de pétrole, qu'elle ne faisait pas partie des priorités des agendas des puissances, que c'était la première expérience, qu'on n'a pas pensé que ça provoquerait